Alors, je m'appelle Ben McNamara. Je suis le spécialiste en éducation avec Inclusion Nouveau-Brunswick. Et la plupart de mon travail, c'est avec les écoles et avec le système d'éducation. Mais j'étais aussi une des personnes qui faisait beaucoup de formations et ateliers avec les plateaux de travail pour faire des grands changements dans leur vision et dans leur processus. Et aussi, on a Shayna Waddell qui a travaillé avec nous depuis 2010, 2011, 2008. 2008. OK. Ben, Shayna, et je vais vous laisser pour introduire Shayna. Allô? Je suis la spécialiste de l'apprentissage et des langues avec l'Institut pour les communautés inclusives. C'est un institut qui fait partie de Inclusion Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'on est en train de développer des modules de formation en ligne en lien avec les déficiences intellectuelles. Ça fait que il y a plusieurs volets, puis je vais en parler un petit peu plus tard, mais ça, c'est mon rôle ici avec Inclusion Nouveau-Brunswick. Et on a aussi Danny Soucy qui va nous rejoindre. Et Danny, c'est notre euh, facilitateur de planification communautaire. Euh, Danny a travaillé avec nous depuis à peu près une quarantaine d'années comme un bénévole, comme un employé. Aussi, Danny avait une grande partie dans ce changement comme ministre du département d'école postsecondaire et travail. Alors, on va parler un peu à propos de l'histoire de l'inclusion Nouveau-Brunswick et les changements des plateaux de travail. Et s'il y a des questions qui arrivent à n'importe quel temps, n'hésite pas de lever le main sur Zoom ou peut-être mettre dans le chat. Alors, comme Linda a dit, nous sommes partie d'une fédération d'organisations autour du pays. On a des réunions qui arrivent cette fin de semaine avec la fédération en Ottawa, avec Inclusion Canada, mais aussi avec chacun des provinces et territoires qui travaillent pour aider les individus ayant un handicap intellectuel ou développemental. Alors, la mission pour notre organisation, c'est de créer des possibilités pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental. Avec cette mission, on travaille sur beaucoup de programmes différents dans notre association. Alors, on gère divers programmes qui appuient les personnes et leurs familles dans les domaines comme l'inclusion scolaire, le travail de l'école, transition de l'école au travail, peut-être c'est le soutien individuel et familial, la formation à l'inclusion et l'apprentissage professionnel. Et on a vu beaucoup de changements dans les derniers 66 ans pour nous autres. Une des choses que j'aime toujours partager, c'est le montant de personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental qui travaillent maintenant. C'est seulement 25%. Nos programmes de transition de travail qui travaillent avec les élèves en 10e, 11e et 12e année pour préparer pour la vie après l'école, plus que 80% de ces élèves sont dans leur route de travail après l'école, c'est complet. Alors, qu'est-ce qui arrive dans notre communauté où on a besoin d'aider plus de personnes pour cette route de travail? C'est possible, mais qu'est-ce qui arrive comme ça? On a aussi beaucoup de personnes qui travaillent sur les droits de la personne et les politiques sociales. Et nous allons parler beaucoup dans cette présentation à propos un peu de changement qui est arrivé à Nouveau-Brunswick. Et c'est seulement dans l'année passée où ces changements sont arrivés. On est une organisation de à peu près soixantaine de personnes autour du province, en anglais et en français. Et on travaille dans plus que 80 écoles autour du province et on travaille avec plus de 2000 personnes chaque année. Et je vais laisser à Shayna pour parler un peu de notre histoire. Bonjour encore. Donc, avec notre histoire, dans les années 1950 et 1960, les personnes qui vivaient au Nouveau-Brunswick, qui avaient un handicap intellectuel, souvent vivaient pas avec leur propre famille.
Souvent, on les trouvait dans des institutions ou des grands groupes où on prenait soin d'eux. On les voyait vraiment pas comme on les voit aujourd'hui. C'était vraiment qu'on prend soin de ces personnes sont malades, ils doivent être dans des institutions où ce qu'on a beaucoup d'aide comme genre médicale pour eux. Souvent, ces personnes-là étaient stérilisées quand ce qui arrivait à un certain âge parce euh, on voulait pas qu'il y ait des enfants, on voulait pas que si jamais il y a quelque chose qui arrivait, que la femme tombe enceinte. Ça fait qu'on les stérilisait, puis souvent, c'était sans euh, leur demander. Puis, elles étaient interdites de fréquenter l'école. Ça fait que pendant la journée, soit ils étaient dans leurs institutions ou s'ils étaient encore dans leur famille, ils allaient rester chez eux à la maison. Souvent, c'était pour faire du travail à la maison ou donc même que c'était leurs parents qui prenaient soin d'eux à la maison. Ça fait qu'à un certain point, les parents ont commencé à voir que non, mon enfant a droit à la même vie que ses frères et ses sœurs ou donc que les autres enfants du quartier. Donc, ils ont agi pour garantir à leurs enfants, puis les autres jeunes du quartier ou de la province qui avaient un handicap intellectuel, d'avoir des meilleures chances à la vie, des meilleures vies. Donc, pour qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent avoir un travail, qu'ils puissent sortir puis faire partie de la communauté comme tous les autres. Ça fait ici, c'est drôle parce que nous autres, on pousse toujours pour l'inclusion. On pousse pour que tous soient inclus, pour qu'on fasse partie de la communauté, des programmes, puis tout ça. Ça fait que l'inclusion est vraiment différente quand on parle de ça aujourd'hui qu'elle était dans le temps. Parce que c'est vraiment notre association qui a contribué à la création des ateliers protégés que tout de suite, on est en train de dire, hey, c'est pas inclusif, on devrait pas avoir ça, on devrait pas envoyer nos enfants, nos voisins à ces ateliers. Mais c'est vraiment nous, Inclusion Nouveau-Brunswick, qui a développé ces ateliers protégés. Mais il faut vraiment regarder que dans le temps, il n'y avait rien pour eux. Ça fait qu'il faut commencer à quelque part, il faut commencer à zéro vraiment. C'était des petits pas qu'on a fait. Ça fait qu'on a commencé avec ces ateliers pour les intégrer vraiment, avoir une vie aussi ordinaire que possible. Puis dans le temps, c'était mieux que rester à la maison ou rester dans les institutions. Dans le temps, c'était bien. Mais là, on a tellement l'inclusion s'est tellement développée, puis notre vue de l'inclusion a vraiment changé. On est rendu tellement plus loin que maintenant, les ateliers protégés, c'est plus quelque chose qu'on regarde comme étant inclusif. Euh, dans les années 1960 à 70, on pensait que c'était vraiment la meilleure façon d'aider les personnes qui avaient un handicap intellectuel. Puis c'était une bonne façon de les sortir de la maison, puis qui aient une vie comme un peu plus sociale, puis qui peuvent travailler un petit peu. Mais vraiment là, c'est rendu dans le passé, puis on essaie de venir plus loin avec l'inclusion, puis de fermer ça, puis de trouver des emplois aux personnes. Une chose que je vais juste ajouter aussi, c'est que on a vu dans les 1990, dans les 2000, les ateliers protégés qui existaient n'a pas grand changé depuis les 1960 ou 70. C'était la même structure, c'était le même processus. Et on a vu jusqu'à les dernières quelques années le changement qu'il a besoin. C'était une longue route de changement. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver dans une semaine, un mois, une année, même dans une dizaine d'années. C'est quelque chose qui a besoin d'arriver par quelques générations. Puis une petite histoire à propos des ateliers protégés, c'est que en grandissant dans les 1990, avant que j'aie l'âge de travailler à un vrai emploi, on passait tout l'été à la maison, probablement dans le chemin de nos parents, vraiment. Puis mon oncle, puis mes deux tantes qui avaient un handicap intellectuel, qui vivaient chez moi parce que ma grand-mère était rendue trop âgée pour prendre soin d'eux, allaient à un atelier protégé. Puis à cet atelier protégé-là, c'était vraiment une compagnie qui les engageait, qui remplissait des petites capsules que tu peux trouver dans les machines à 1 $ ou 50 sous. Ça fait qu'il fallait que les personnes qui avaient un handicap intellectuel
remplissait les capsules, mettait un petit jouet dedans, les fermait, mettait ça dans la boîte. Remplissait la capsule, le fermait, le met dans la boîte. Il se faisait payer la moitié d'un sou pour chaque capsule qu'il remplissait. Ça fait que mes parents nous avaient envoyés là juste pour aller faire du bénévolat, disons, avec mes deux tantes et mon oncle. Puis ce que moi j'ai vu, j'ai trouvé ça comme cool parce qu'à la fin de ma semaine, quand je suis arrivée chez moi, j'avais une enveloppe avec, disons, je sais pas, 12 dedans. Puis j'étais fière de mon 12 puis mon père m'avait demandé comment d'heures que tu as travaillé pour faire ces 12 là. Ça t'a vraiment fait réaliser que c'était beaucoup d'heures, mais pas juste ça. Moi, j'avais 12 Moi, j'avais la motricité pour pouvoir en remplir beaucoup de ces capsules-là. Je restais assise, je savais que je me faisais de l'argent, je les faisais vite. Mes deux tantes, j'avais une tante qui était forte travaillante, arrivait chez nous avec peut-être le même montant d'argent que moi. Je pense que l'ordinateur de Shane a arrêté dans le milieu d'une conversation. Je vais finir l'histoire de Shayna juste là. Elle a un de ses tantes, c'était à peu près le même montant qu'elle. Un autre tante, c'était à peu près. Oh, voilà, Shayna. Ça marche? Ça marche maintenant. Je pense que faut que je connecte ça direct. OK. Est-ce que là, ça fonctionne? Ça fonctionne maintenant. La technologie, c'est une bonne chose. Ben, je me Alors, suis connectée directement dans ma call. OK. Alors, l'histoire que vous étiez jusqu'à, vous avez un tante qui faisait le même montant que vous autres. OK, oui, parce que c'est une forte travaillante, elle avait la motricité. Ma deuxième tante faisait la moitié, disons 6 par semaine. Mais mon oncle, qui avait pas une bonne motricité, puis qui aimait beaucoup voyager, puis parler aux gens, des fois, c'était même pas 1 Puis il travaillait, il en faisait beaucoup, mais c'est juste que faut que tu en fasses beaucoup, puis il faut que tu travailles très fort. Puis euh, c'est pas encourageant, c'est pas motivant. Puis aussi, cette organisation-là, ou dans ta compagnie-là, euh, c'est- payait presque rien, puis avait tout le profit pour eux autres mêmes. Ça fait que c'est vraiment pas une bonne façon d'engager les gens. Puis les ateliers protégés, c'est pas vraiment une bonne façon d'entraîner les personnes à se rendre plus loin dans le monde du travail. Ça fait que je ne sais pas si vous êtes familier avec Personnes d'abord du Canada, probablement. Ça fait que les Personnes d'abord du Canada a vu le jour en 1973. C'était plusieurs personnes avec un handicap intellectuel qui se sont mis ensemble. C'était des autodéfenseurs qui défendaient leurs droits, qui parlaient envers leurs propres droits. Euh, Ça fait qu'ils voulaient vraiment quitter les institutions. Ils voulaient plus être, ils voulaient avoir le choix de vivre où ils voulaient vivre, puis de quitter les institutions, vivre dans la communauté, travailler dans les communautés. Ça fait qu'ils ont vraiment un message qui promeut le changement. Ils veulent changer les choses pour le mieux. Ils veulent changer les vies, ouvrir les esprits des gens, puis faire voir au monde dans la communauté que oui, on est capable de travailler, on est capable de rester dans la communauté avec vous, de participer aux activités. On est capable de tout faire ça. Puis ils veulent vraiment changer les esprits puis faire le monde voir ça. On peut le dire tant qu'on veut, mais vraiment, il faut que le monde comprenne que les personnes qui ont un handicap intellectuel sont capables de faire autant de choses que nous autres aussi, mais avec les bons soutiens. Ils veulent modifier les attitudes, encourager les comportements inclusifs dans leur communauté. Puis vraiment, c'est vraiment de montrer aux gens qu'on a besoin du bon soutien pour ces personnes. On a besoin de donner la bonne information aux gens, puis offrir des opportunités de soutien. Tu peux dire que tu vas faire des choses, mais il faut vraiment leur offrir. Il faut vraiment que ça soit là, que le monde sache comment déterminer quel soutien qu'on a besoin. Ça fait qu'en 1989, Personne d'abord du Canada a lancé une campagne intitulée Pre means never. Pré signifie jamais. Ça fait qu'on prenait les gens qui avaient des handicaps, on les mettait dans les ateliers protégés pour leur donner des formations, pour les entraîner, pour dire, OK, on va leur donner des formations pour qu'ils puissent aller travailler. Mais ils étaient toujours en formation. Ça faisait 10 ans, 20 ans que ces personnes-là allaient aux ateliers protégés, étaient en formation, on leur donnait toutes des formations, on les faisait travailler sur certaines choses pour qu'ils soient bons à aller travailler plus tard.
mais ils se rendaient jamais à l'emploi. Ils pouvaient jamais se rendre à la job. Ça fait que l'intérêt de Personnes d'abord du Canada a fait que les personnes qui avaient un handicap voulaient un emploi. Ils ont dit, on a le droit à un emploi, nous autres aussi, on a le droit au soutien pour se rendre là, puis on a besoin que les gens nous ouvrent la porte pour qu'on puisse avoir un emploi comme tout le monde. Alors, la réalité en Nouveau-Brunswick, c'est ce qui a commencé comme c'est les centres de formation. Et avec la campagne Pré signifie jamais, c'était supposé d'être des formations et puis après se rendre dans la communauté. Mais ces centres de formation est devenu la communauté pour plusieurs personnes. Ce n'est pas évolué à une chance de se rendre dans la communauté avec toutes les autres personnes. Et c'est venu à une place où les parents ont vu comme, OK, voici une place que mon fils ou mon fille pourrait aller pendant la journée et pourrait recevoir des soutiens et pourrait recevoir l'accompagnement dans les activités pendant la journée. Ce n'était pas le but qu'on a aidé à créer ces centres de formation, mais ces services étaient financés par le gouvernement, sont devenus des organismes but non lucratifs avec le but d'évoluer, mais ce n'est pas produit. Alors, la plupart de ces agences sont reçues des finances par le département de développement social en Nouveau-Brunswick. Alors, ils ont reçu de l'argent du même département en Nouveau-Brunswick qui donne l'argent pour les soutiens pour les personnes à la maison ou d'être dans la communauté. Parce qu'ils ont vu ceci comme, OK, voici cette place dans la communauté, on sait ce qui arrive là, on sait qu'on pourrait donner l'argent et on comprend directement les soutiens. Mais ce qu'ils n'ont pas vu à ce temps-là, c'est que ces organismes étaient vraiment ségrégés du reste de la communauté. Et les personnes étaient constamment en formation, mais n'étaient jamais employées. On va donner un exemple maintenant. Et ceci, c'est un exemple de Annie. Et Annie a travaillé avec un de ses centres pour à peu près une vingtaine d'ans. Et cet centre a lié Annie avec une compagnie dans la province ou dans le ville de Fredericton qui travaillait comme un restaurant. Et Annie travaillait pour mettre les sandwichs ensemble chaque journée. Et elle faisait le même poste que les personnes qui n'avaient pas un handicapé ou qui n'avaient pas un handicap intellectuel ou développemental. Elle faisait le même poste, le même montant de sandwich. Mais pour Annie, elle recevait 2 $ par heure pour 20 ans. Alors, pour elle, et si vous pensez au salaire minimum, pour travailler pour 40 heures par semaine pour 20 ans au salaire minimum, c'est les 1000 et les 1000 et les 1000 de dollars, mais elle recevait seulement 2 $ par heure. Je ne pense pas beaucoup à beaucoup de personnes qui pourraient vivre sur 2 $ par heure. Je ne peux pas maintenant, je ne pense pas dans les anciennes 20 ans, 30 ans, c'est possible de vivre sur cette montant. Mais on a créé une structure qui a dit, OK, ceci c'est possible parce que ça donne à Annie l'opportunité d'être dans la communauté. Mais le but d'être employé dans la communauté, ce n'est pas seulement le but d'être dans la communauté, mais de contribuer et de recevoir les récompensions d'être dans la communauté pour faire un travail. Maintenant, c'était un temps de faire des grands changements au Nouveau-Brunswick. Et les changements ont vraiment commencé dans les 1990 et dans les 2000. Mais les actions ont vraiment commencé en 2012. Alors, une des choses pour visionner, c'est l'emploi d'abord. Alors, c'est une approche de prestation de services pour les programmes qui soutiennent les adultes ayant un handicap intellectuel ou développemental. Et cela signifie que l'emploi pour un salaire réel dans la communauté est l'objectif principal attendu par les adultes.
en âge de travailler dans les services de jour financés par le gouvernement. Alors, le but de tout le travail qu'on fait dans une vision d'emploi d'abord, c'est de recevoir un salaire minimum ou plus pour faire le travail que toutes les autres personnes faisaient. Je vais prendre un moment pour dire, je pense que Danny Soucier rejoint nous autres maintenant. Oui, Daniela. Excellent. Avant de continuer, peut-être, Danny, voulez-vous faire une introduction? Bonjour tout le monde. Excusez mon retard, on vient d'arriver à Ottawa. Moi, c'est Danny Soucy. Je suis conseiller en planification communautaire pour l'association Inclusion Nouveau-Brunswick. Alors, Danny va être quelqu'un vraiment important dans quelques minutes qui va parler à propos du plan d'action qu'on a fait en 2012. Alors, l'emploi d'abord est cette approche de prestations et c'est la vision pour chacun des programmes qu'on a essayé de créer maintenant. Et c'est généralement intégré à la politique ou aux normes du programme. Alors, ce n'est pas quelque chose qui dit c'est emploi toujours, mais c'est emploi d'abord. C'est l'approche que toutes les personnes dans la vie pourraient travailler et repose sur plus de 30 ans de recherche et de mise en œuvre du modèle d'emploi assisté qui offre une variété de soutien aux personnes ayant un handicap ainsi qu'aux employeurs afin que les personnes puissent participer à un emploi à temps plein ou à temps partiel et gagner au moins un salaire minimum. Une des choses avec l'emploi d'abord, c'est, je pense, à toutes les personnes qui travaillent ayant un handicap intellectuel ou développemental, ou les personnes qui travaillent qui n'ont pas un handicap intellectuel ou développemental. Chaque personne qui travaille a besoin des soutiens à un moment ou l'autre. Les soutiens regardent différents pour chaque personne. Alors, on a besoin de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour assurer que chaque personne reçoive les soutiens qu'ils ont besoin pour être un employé. Et qu'est-ce que ça regarde comme? Peut-être c'est l'accompagnement dans le piste de l'emploi. Peut-être c'est d'avoir quelqu'un qui pourrait aider avec les tâches. Peut-être c'est seulement pour quelques semaines ou quelques mois et il recule. Peut-être c'est quelque chose avec la technologie pour communiquer avec les autres. Peut-être, et si vous pensez à une technologie que chacun de nous autres, on utilise, pour moi, c'est autocorrect. Et j'ai besoin de ça pour faire les courriels, pour aider, pour assurer que je donne l'information propre à les autres. On a tous besoin des soutiens. Et si on commence à penser comme ça, que chacun des personnes a besoin des soutiens et non comme, OK, cette personne ayant un handicap intellectuel, il a besoin des choses que chacun des autres n'a pas besoin. Ça change la mentalité beaucoup avec l'emploi d'abord. Il s'aligne sur une approche axée sur les droits de la personne qui s'éloigne du travail ou des programmes de jour protégés ou ségrégés pour favoriser l'emploi et la participation communautaire. Alors, comme on a dit, les centres qui sont devenus la communauté pour plusieurs personnes ayant un handicap intellectuel développemental, ce n'est pas une place d'aller dans la communauté, c'est la participation dans toute la communauté. Pour favoriser l'emploi qu'ils veulent, pas seulement les places d'emploi qui sont préparées pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler avec l'employeur pour assurer qu'ils ont tous les outils qu'il a besoin pour aussi aider les employés? Et l'emploi d'abord ne signifie pas emploi uniquement. Les personnes peuvent être soutenues dans les autres objectifs. Un des buts avec l'emploi d'abord, c'est le concept de la planification centrée sur la personne. Et quand on commence avec le plan centré sur la personne, on regarde pas seulement le poste, on regarde
regarde pas seulement l'emploi, on regarde tous les aspects de leur vie qui sont liés avec l'emploi. Peut-être c'est la transportation, peut-être c'est les amis qui travaillent avec, leur calendrier social dans la communauté. On regarde pas seulement à l'emploi, mais aux personnes. Alors, en Nouveau-Brunswick, on a les programmes d'emploi et des services de soutien. Et ces programmes sont les ateliers qui sont financés par le ministère du Développement social. Anciennement, c'était nommé ADAP, alors Activités de développement pour les adultes, programme et formation. Alors, ces 38 agences étaient les ateliers, les plateaux de travail. C'était les places où les personnes arrivent pour la journée. Et c'est les places qui retournent à la fin du journée. Il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire à l'extérieur de cette communauté. Mais ils recevaient des finances pour exploiter des services destinés aux personnes ayant un handicap. Il y a plus de 1200 participants au niveau provincial, dont la majorité sont les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental. On a des agences qui sont grandes, comme un à Fredericton, c'est nommé Jobs Unlimited. Il y a plus qu'un 100, je pense que c'est 150 personnes qui reçoivent des soutiens du Jobs Unlimited. Il y a aussi des agences petites, il y a seulement une cinquaine de personnes. Il y a aussi une variété d'heures d'ouverture pour ces agences. Parce que quand on a commencé ces programmes dans les 1960-1970, c'était lié au calendrier d'école. Et c'est toujours lié au calendrier des écoles pour la plupart des agences qui sont petites. Alors, il y a beaucoup d'agences dans le côté nord du province de Nouveau-Brunswick qui sont seulement ouvertes pour 10 mois pendant l'année. La plupart de ces agences sont des agences francophones au nord du province. Mais ce qu'on a vu, c'est que quand on essaie de trouver un poste ou un emploi, on n'arrête pas pour 2 mois dans l'année. On cherche un emploi chacun des mois dans l'année. Alors, il y a des changements qui doivent faire pour ceci. Je vais tourner à Danny un peu pour parler un peu du plan d'action. Et la raison que je vais tourner à Danny, c'est qu'il était un des co-chairs sur cette communauté. Alors, il pourrait parler un peu à propos des processus et le plan d'action. Merci, Ben. Je pense que c'est important de reconnaître que le gouvernement du jour, en 2011, a mandaté un groupe pour travailler sur un plan d'action. Il y avait deux personnes qui étaient... Moi, j'étais dans le gouvernement dans le temps, j'étais un député. Puis, comme député, j'étais une des personnes qui était coprésident du comité. Puis, il y avait un employeur qui était coprésident avec moi. Et puis, les différents parties prenantes étaient les différents groupes qui travaillaient au nom des personnes ayant un handicap intellectuel. Puis, il y avait des gens qui avaient des handicaps sur le comité. Puis, on a développé un plan d'action pour les prochains 5 ans, de 2012 à 2017. Puis, depuis ce temps-là, ça a continué. Il y a eu une révision, puis il y a d'autres plans qui ont été faits après. Le plan était ambitieux. Il était chargé de beaucoup de recommandations et de mesures qui allaient prendre place. Puis tous les gens, toutes les associations qui faisaient partie ou les groupes qui faisaient partie de la planification et autres étaient d'accord avec les recommandations. Puis on le savait qu'on poussait l'enveloppe un peu plus loin que la norme, mais c'était très important dans le temps qu'on allait au-delà de quoi c'est qui avait été fait dans le passé. Donc, le plan d'action comptait, il y avait 38 recommandations puis 65 mesures précises pour traiter la question de comment on allait changer les services, comment est-ce qu'on allait changer les choses au Nouveau-Brunswick pour que les gens qui sont atteints d'un handicap intellectuel ou développemental
ou physiques, etc., pouvaient accéder au marché du travail et avoir un salaire adéquat pour le travail qu'ils faisaient, un salaire réel pour le travail qu'ils faisaient. On va changer de diapo. Une des recommandations, la recommandation qui a vraiment touché le changement quand ça vient aux agences qui donnaient de la formation aux agences, les centres d'activité dans le temps, et la recommandation numéro 21, qui était en consultation avec les partenaires communautaires, les participants, les familles, tout ça, le gouvernement, on a vraiment regardé qu'est-ce que les activités de développement pour les adultes, les programmes de formation, programmes et formation, comment est-ce qu'on pouvait les renforcer pour qu'ils pouvaient les changer d'une façon que ça allait être beaucoup plus au bénéfice des gens dans la communauté, puis que ça allait être vraiment centré sur l'emploi. On va changer de diapo. Qu'est-ce que ça comprenait? C'était vraiment une mise à jour des normes. C'est vraiment regarder les normes. Puis c'est la province qui déterminait les normes. C'est pas que les services ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils suivaient les normes de la province. Vraiment, c'était des centres d'activité. Il y avait une peu de concentration sur l'emploi, mais pas gros de concentration sur l'emploi. Puis ça variait de un centre à l'autre. Comme Ben a mentionné tout à l'heure, dans le nord de la province, les centres étaient plus petits. C'était vraiment des centres d'activité, des centres de jour pour les adultes. Dans le sud de la province, il y avait quelques grands programmes, les plus grands programmes, qui travaillaient un peu sur le marché du travail, mais c'était pas des emplois rémunérés à un salaire réel. La plupart de les emplois, c'était donné il y avait un paiement, mais le paiement était minime. Donc, ça, c'était regarder toutes ces normes-là et voir qu'est-ce qui devrait changer là. L'élaboration de la mise en œuvre d'un projet de formation pour les organismes. Si on veut que ça change, on veut que les gens changent, la mentalité des gens change, puis on veut que ce soit le travail en premier ou communauté en premier, faut que les gens aient de la formation sur la planification de transition, les conseillers en emploi, la formation, le milieu du travail, comment aider les employeurs, comment aider les employés à avoir des relations, puis comment aider aussi les employés en dedans de le lieu de travail pour encadrer la personne qui a peut-être besoin un peu plus d'aide au début. Puis, comme en anglais, ils disent le job coaching, la personne qui appuie l'individu qui a un handicap. Souvent, on parlait de vraiment essayer de travailler avec les individus qui connaissent déjà l'emploi pour aider les gens. Avoir quelqu'un de l'extérieur, moi, entrer dans une entreprise, puis je connais pas la culture de l'entreprise, je connais pas la façon que le travail se fait, ça me prend du temps à l'apprendre, donc ça retarde l'habileté de l'individu à pouvoir faire l'emploi par lui ou elle-même. Donc, en utilisant les gens qui sont déjà sur le marché du travail, puis souvent, on travaillait avec l'employeur. Souvent, on donnait de la formation pour travailler avec l'employeur pour que lui ou elle puisse donner un peu de leur temps de l'employé pour aider la nouvelle employée qui avait un handicap intellectuel ou développemental pour pouvoir faire son emploi. Les autres choses que ça comprenait, c'est que vraiment un examen des exigences auxquelles que les organismes d'ADAPT devaient faire pour rédiger et soumettre des demandes de financement. Au Nouveau-Brunswick, les demandes de financement pour avoir de l'aide pour le marché du travail, avoir une personne qui accompagne l'individu pour lui aider à faire l'emploi ou lui montrer à faire l'emploi ou du transport ou de l'équipement, etc. C'était souvent des agences qui étaient gouvernementaux qui faisaient ces applications-là ou d'autres agences qui étaient assignées par la province. Mais on se disait que si on veut que ça aille beaucoup plus vite, que ça aille beaucoup mieux,
il fallait avoir plus de gens qui fassent ces applications-là au lieu d'attendre avoir une troisième personne d'impliquer. Donc, c'était de voir, c'était quoi les critères que les personnes devaient avoir, puis quelle sorte de formation qu'on devait lui donner pour qu'ils puissent faire ces applications-là pour remplir les applications pour aller chercher des fonds du ministère. Donc, ça, c'est une des choses qui a été regardée, puis une des choses qui fait partie de la formation. Ensuite, la dernière chose sur ce dossier, cette recommandation-là, c'était aussi d'avoir un projet pilote d'un petit groupe d'organismes qui voulaient faire partie du projet pilote. On voulait commencer avec des gens qui pensaient déjà de cette façon-là pour avoir une réussite. Puis ensuite, ces gens-là allaient nous aider à convaincre les autres agences pour aller d'avant. Donc, ça, c'était les choses la recommandation avait tels items qu'ils voulaient s'assurer qu'elle d'avant. Ça, c'était les 4 gros items. Si on regarde la prochaine diapo, il y a un projet qui a été mis sur pied. Une fois que le plan d'action a été adopté par la province, c'est là où il y a un groupe qui a été mis en place. C'est là que la province a demandé à 2 associations, qui étaient l'Inclusion Nouveau-Brunswick et l'Association de soutien aux services à l'emploi du Nouveau-Brunswick, de travailler en collaboration, en partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour avoir un projet pilote. Puis il faut que je mentionne que les 2 organisations, l'Association de soutien et Inclusion Nouveau-Brunswick, c'était un peu le feu et l'eau, l'huile et l'eau, ils se mêlaient pas beaucoup. Parce que nous autres, on parlait toujours inclusive, que les gens devraient être payés un salaire adéquat, un vrai salaire pour un vrai emploi. Et puis, l'association travaillait sur, nous autres, on fait des services de jour. S'ils travaillent, au moins, ils ont un emploi. Même s'ils font $1 de l'heure, ils ont un petit emploi, puis ça les valorise, tout ça. Donc, on se frappait un peu dos à dos, là, puis on n'était pas toujours d'accord. Donc, ça a forcé les 2 organisations de travailler ensemble, d'arriver avec un entente avec le gouvernement pour piloter ce projet ici. Aujourd'hui, les 2 associations travaillent main à la main, puis on comprend le pourquoi tous les 2, puis les choses vont d'avant. Mais on est obligé d'un peu forcer les gens à travailler ensemble. Parce que la province dit, si que vous ne travaillez pas ensemble, ça n'ira pas nulle part, puis on va trouver d'autres groupes. Donc, ça a forcé les 2 associations à travailler ensemble. Dans le projet pilote, pour ajouter, Danny, c'est aussi pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, et Danny, vous pouvez parler un peu l'importance que c'était pas seulement le département de développement social, mais aussi le département de l'école postsecondaire et travail, qui sont les 2 départements qui ont travaillé ensemble du gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est ça, parce que le ministère d'éducation et postsecondaire et formation, eux autres voyaient la possibilité d'après leur ministère, leur département, eux autres, leur rôle est d'aider aux gens de trouver de l'emploi, de s'assurer qu'il y a de la formation à aller là pour les gens, de s'assurer que les gens ont les outils pour aller sur le marché du travail. Puis, ils ont beaucoup d'appels de les différents employeurs dans la province demandant d'avoir plus d'employés, plus de gens disponibles, comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher. Puis, ils voyaient que ce groupe de gens ici, c'est une autre force dans notre province, des gens qui pourraient combler des emplois. Avec la bonne formation, avec le soutien nécessaire, tout ça, c'est un autre main-d'œuvre. Donc, eux autres voyaient ça comme un atout et puis ils sont impliqués très, très à 100% dans la situation. Le ministère du Développement social a aussi vu que c'est une façon aussi d'enlever des gens sur le système, comme qu'on dit. Chez nous, ils font plus partie ils font plus d'argent pour eux autres mêmes.
Donc, éventuellement, s'ils ont un salaire à 35 à 40 heures, ils sont payés un salaire minimum et plus, ils n'auront plus besoin d'avoir de l'aide, de l'assistance du ministère. Donc, c'est un gagne-gagne sur tous les côtés. Le projet pilote, il y avait 12 agences qui ont été impliquées dans les 2 phases. Les 12 agences étaient des agences qui voyaient le positif puis qui voulaient vraiment aller d'avant. Il y en a quelques autres qui voulaient faire partie, mais ça avait été décidé 12. Puis les quelques autres ont venu après. L'objectif était de vraiment soutenir la transformation des agences vers un modèle axé vraiment sur l'emploi, pour améliorer les possibilités d'emploi, puis avoir des emplois qui allaient être rémunérés à un salaire réel. Donc, si que l'emploi était au salaire minimum, ben la personne qui a un handicap intellectuel ou développemental avait le salaire minimum. Si c'était payé à 2 $ au-dessus du salaire minimum, c'est là où ça commençait. C'est ça qu'on s'attendait pour les personnes qui allaient faire cet emploi-là, s'il y avait un handicap intellectuel ou développemental aussi. Alors, une des choses qu'on a créées de ce plan d'action, c'était le projet d'emploi d'ADAPT et le processus pour embaucher les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental. Et je ne vais pas mentionner tous les détails ici, mais ceci, c'est le route qu'on a utilisé pour chacun des personnes. On a regardé pour les planifications individuelles et qu'est-ce qu'on a besoin pour aider les individus pour trouver leur job. Alors, on a regardé aussi comment est-ce qu'on pourrait améliorer les services professionnels qui existent maintenant dans la province. Alors, pour les individus, c'était le counseling d'emploi, c'était la facilitation des options d'emploi, l'engagement et soutien de l'employeur. Et je sais que on pourrait parler beaucoup dans cette situation, mais il y a aussi un grand mouvement avec notre fédération pour travailler avec les employeurs, pour faire sûr que les employeurs ont les outils qu'ils ont besoin pour aider les individus ayant un handicap dans l'emploi. Parce que ce qu'on a trouvé, c'est il y a des grandes choses qui pourraient aider les individus pour trouver les soutiens d'emploi. On a aussi aidé beaucoup avec le leadership et la facilitation de l'accès à la formation professionnelle et la formation en santé et sécurité de travail. Une des choses qu'on a trouvé avec les agences est travailler d'une vision pas seulement d'aider les personnes vers leur but, mais pour aider les personnes en vue de la sécurité de la personne et la sécurité de leur santé. Et oui, il y a des choses qu'on a besoin d'aider avec la sécurité, mais ça ne pourrait pas être la sécurité pour mettre au risque les rêves et les buts. Alors, on a essayé d'aider les agences avec ce projet d'ADAPT. Alors, la caractéristique du modèle, on a regardé comment est-ce qu'on pourrait aider avec la planification. Et on a créé un outil nommé PIE, c'est Planification individuelle d'emploi et de services. Et je vais partager cet outil avec Linda aussi après, mais c'était une collaboration entre l'Association des soutiens et Inclusion Nouveau-Brunswick pour regarder c'est quoi l'information qu'on a besoin pour aider les individus pour planifier vers l'emploi et pour leur vie. Oui, on a une question d'Isabelle. Bonjour tout le monde. Isabelle Tremblay, je suis la directrice de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées. Avant qu'on passe à la mise en place là, du modèle, je vois une très, très grande différence. J'avais hâte de vous entendre comment vous aviez réussi ce tour de force, mais je vois que vous aviez une volonté gouvernementale, ce qu'on n'a pas présentement ici au Québec. Nous, à la CRIF, on a déposé en 2000 ou 2001
un avis juridique à l'effet que les stages ne pouvaient pas être perpétuels et que ces gens-là rendaient vraiment une prestation de travail puis qui étaient des salariés au sens de la loi. Alors, c'est évident que ça a fait, j'écoutais M. Dany tantôt, là, ça a fait un peu de feu, là, parce que ce que les parents nous disaient, c'est que si vous allez de l'avant à mettre en place cette opinion juridique-là, et puis à dénoncer que les gens sont exploités, dans le fond, parce qu'ils sont des salariés, ben ce qui va arriver, c'est que les employeurs n'auront pas les moyens de les payer, puis ils vont nous les retourner chez nous, puis là, ils ne vont plus rien faire. Fait qu'on a eu comme une petite levée de bouclier. Là. Quand vous disiez tantôt que c'était le feu et l'eau, là, ben nous, on était pas mal dans un grand, grand feu, là, et c'était pas un feu de joie. Donc, je pense que la différence avec ce que vous avez fait, c'est vraiment la volonté gouvernementale, puis que si on est juste des associations à pousser là-dessus, puis qu'on n'a pas cette volonté-là, on ne réussira pas à faire ce que vous avez fait en concertation. C'est le commentaire que je voulais faire, là, parce que j'avais vraiment hâte de voir comment vous aviez réussi ce tour de force, là, parce que pour nous aussi, c'était de l'exploitation. Puis écoutez, c'est en 2000, là, ça fait plus de 20 ans là, qu'on a fait cet avis-là. Là. Je pense que c'est important de reconnaître qu'au Nouveau-Brunswick, on a eu la même chose. Hein? Dans le temps que le comité travaillait sur le plan d'action, moi, j'ai eu des téléphones de des parents disant que vous êtes en train de ruiner la vie de notre enfant. Notre enfant ne pourra plus travailler, notre jeune adulte là, ne pourra plus travailler. Il n'y a pas un employeur qui va le payer un salaire minimum et plus pour faire ce qu'il fait, puis ces choses-là. Puis, ça, c'est venu des organismes qui avaient peur du changement. Et puis, ils ont parlé avec les parents en lui disant que si ça va d'avant, les jeunes allaient être chez eux, sur le divan. Il n'y aura rien pour eux autres. Et puis, on a été obligé de faire, comme coprésident, j'ai été obligé de parler avec beaucoup de parents pour les expliquer que le but qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de les aider à trouver des emplois qui vont pouvoir faire et puis être rémunérés rémunérés pour l'emploi et être respectés comme individus pour faire le travail. Il y a des gens encore aujourd'hui, des familles qui disent, ben, écoute, si vous faites ça, puis on va parler un peu tout à l'heure d'une loi qui a été votée et acceptée en décembre passé. Puis encore là, les parents disaient que nos enfants vont perdre le petit emploi qu'ils ont. Puis ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est qu'il y a des personnes qui ont perdu leur emploi parce que les employeurs voulaient pas. Mais il y a d'autres employeurs qui ont embauché ces gens-là au plein salaire. Donc, on le sait qu'il y a des gens qui vont toujours prendre avantage de la situation. Ces gens-là ont gardé des personnes à travailler dans leurs magasins, dans leurs entreprises. Ils faisaient des emplois comme tous les autres, puis ils comblaient le poste comme tous les autres, mais en cause qu'ils avaient commencé à les payer 20 $ par semaine ou 40 $ par semaine, ils ont continué à les payer ça, puis ils disaient qu'ils n'étaient pas prêts. Mais quand ils ont appliqué à d'autres places, ces gens-là ont eu des emplois avec un salaire réel, puis ils font l'emploi. Sont-ils parfaits? Non. Mais si tu places tous les autres employés à côté d'eux autres, il n'y a pas un d'eux autres qui est parfait. Tu parles aux employeurs, puis ils disent, ben, j'ai des problèmes avec cela pour telle chose. Il y en a un qui rentre toujours en retard, l'autre, il vient toujours. Il y a des problèmes avec tous les employés. Donc, la personne qui a changé puis qui a réussi d'avoir un emploi, puis qui est payé le salaire minimum, puis tout ça, fonctionne comme toutes les autres. Donc, il y en a qui ont de l'aide, puis il y en a d'autres qui n'ont pas d'aide. Sont pris avantage dans d'autres situations. Donc, on va parler un peu tout à l'heure de la loi, là, mais la crainte, on avait cette crainte-là, nous autres aussi, que les parents, peut-être, allaient être, parce qu'on est une association fondée par les familles, par les parents, puis on avait peur qu'on aille contre nos gens qui nous ont placés là. Mais plus en plus, quand les choses avançaient, les gens ont commencé à voir le positif et à voir comment est-ce que ça change la vie de leur jeune adulte. Là. Puis moi, je peux vous dire que je connais des adultes qui ont été dans des centres de formation à l'âge de 21 ans, puis ont quitté le centre de formation
à l'âge de proche 65 ans, puis ils sont encore en formation. Puis, je sais pas quelle sorte de formation qu'ils ont eu, mais le formateur n'était pas bon. Parce que normalement, que tu fais de la formation, moi j'ai été formé dans différents domaines, puis j'ai sorti, puis j'ai commencé à travailler dans ces domaines-là. Donc, c'est ça qu'on a essayé de donner aux familles, tu sais, que tu peux pas être en formation toute ta vie. Tu sais, éventuellement, faut que tu vas faire d'autres choses. Puis les familles, encore aujourd'hui, on a des familles qui vont dire, ben moi je suis pas d'accord. Mon enfant, mon jeune garçon, jeune dame ne mérite pas un salaire réel parce qu'ils font pas l'emploi réel, genre de. Puis ben peut-être sont dans le méchant emploi. C'est ça que faut vraiment jumeler les gens avec la bonne emploi. Puis il y a toujours des erreurs dans le jumelage, mais c'est comme toutes nous autres. On a tous eu des emplois. Moi, ma première emploi, j'ai resté 2 semaines. C'était juste pas pour moi. Donc, faut trouver d'autres choses pour la personne. Une des autres choses, Isabelle, une question qu'on a reçue en juin, quand on a présenté, c'est où commencez-vous en Québec? Où est-ce que vous suggérez que nous commençons? Et il y a peut-être deux routes de commencer. Et un, c'est les politiques et tout ce qu'on parle aujourd'hui. Mais aussi, c'est avec l'inclusion scolaire. Parce que les étudiants maintenant sont les employeurs demain. Et si vous voulez changer ce que l'emploi regarde comme pour les individus ayant un handicap intellectuel ou développemental, ce n'est pas seulement avec cette génération, mais de commencer à changer les idées des générations qui arrivent après. Alors, pour nous autres, ça, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup, c'est de travailler avec les individus ayant un handicap intellectuel ou développemental à la fin de l'école pour aider vers cette route de travail. Et on regarde que cette route de travail, ça commence beaucoup, mais ils sont aidés par leurs amis parce qu'ils sont dans les mêmes classes. Ils partagent des activités dans les écoles. Ils ont ce réseau social qui arrive à l'école que les générations en avant, peut-être ils n'avaient pas parce qu'ils étaient dans les salles de classe seulement pour les individus ayant un handicap intellectuel ou développemental. Alors, il y a deux pistes pour faire ceci. Et c'est maintenant, mais aussi dans le futur. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vais prendre une petite pause pour les questions. Est-ce qu'il y a des autres questions jusqu'à maintenant avant de continuer avec le modèle? Okay. Et comme j'ai dit en avant, s'il n'y a jamais les questions, n'hésite pas de demander. Oh, excellent. Harry. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Vous avez réussi, bravo. Comment se passe, entre guillemets, le mot est un peu fort, le contrôle du succès de cette collaboration avec le ministère, avec les agences, avec les organismes? Est-ce que vous pourrez répéter, Thierry? J'ai manqué un mot juste dans le milieu. Du milieu? OK. Ma question tourne autour d'un mot-clé. Nous sommes en 2023. Bravo, vous avez réussi. Ceci dit, aujourd'hui, comment se passe le contrôle? En fait, comment le modèle est évalué avec les différents partenaires, donc le ministère, les agences, les organismes et bien sûr les bénéficiaires qui sont les personnes vivant avec un handicap et leurs proches aidants. Alors, je vais dire qu'on est au commencement d'une nouvelle vie en 2023 avec ces changements. Danny, vous pourrez commencer. Je pense que vous avez des choses à ajouter. C'est important à dire que
le processus du début 2013 à 2017, disons, on a travaillé sur le groupe. Le groupe a travaillé pour changer, commencer à faire les changements. La première phase s'est faite dans ce temps-là. Ensuite, là, tout le monde a été, les normes ont été changées pour toutes les agences. Maintenant, on travaille avec la province pour changer la façon que les subventions sont données à ces agences-là. Ça n'a pas été fait encore. On travaille, tu sais, les normes ont été changées, mais les subventions n'ont pas été changées. Puis, il y a des organisations qui disent, ben c'est bien beau de vouloir faire ce travail-là, mais nous autres, on est subventionnés d'une telle façon où est-ce que ça nous limite. Donc, on est en train de travailler avec la province dans le moment pour changer ces subventions-là pour que ça limite pas les groupes. Puis les groupes qui font plus apportent plus les gens sur le marché du travail, bon, ben, ils vont devenir des groupes qui vont avoir plus de fonds dans le futur parce que ils vont être payés pour pouvoir aider le plus de gens possible. Donc, le plus qu'ils vont aider, le plus qu'ils vont être subventionnés, ces choses-là. Le ministère, quand les normes ont été changées, le ministère s'occupe de s'assurer que les normes sont suivies. Il y a des familles, sur le côté des familles, des familles qui demandent beaucoup plus de les centres. Les centres ne recevaient plus les jeunes sortant de l'école parce que les familles demandaient autre chose. Ils voulaient, leurs jeunes, comme Ben l'a mentionné tout à l'heure, étaient dans le système d'éducation inclusive. Ils avaient suivi leur classe jusqu'à la fin, jusqu'à graduation. Puis, ils voulaient que leurs jeunes soient dans la communauté. Ils ne voulaient pas que leurs jeunes aillent dans un centre d'activité. Donc, il n'y avait pas cette clientèle-là. Donc, il y a des familles qui demandent beaucoup plus aujourd'hui. Puis, quand ils aillent au service, le service répond les questions des parents. Ça, il y a cette mise en garde-là, ce côté-là. L'association est encore impliquée avec l'association des agences. On travaille toujours ensemble pour développer de la nouvelle formation, pour s'assurer que les questions, les inquiétudes de les agences sont répondues pour pas qu'on retourne de reculons. Le ministère du Développement social, du développement social, d'éducation postsecondaire, eux autres, ils ont donné le OK pour que les gens appliquent pour des fonds pour aider sur le marché du travail. Donc, eux autres, ils regardent à superviser, à s'assurer que la façon que ces fonds-là sont utilisés de la bonne façon. C'est que c'est pas pour un centre d'activité. Faut dire que les normes ont été changées. Les gens, les agences sont embarqués dans le nouveau système ou la nouvelle façon de faire. Mais faut vraiment dire qu'il y a des gens au niveau top, dans le top, que eux autres sont à plein dans le dossier, puis ils travaillent très fort. Puis il y a des gens qui sont dans le bas, qu'ils vont faire le strict nécessaire parce qu'ils sont pas vendus à 100%. Donc, on a cette marge-là entre 0 à 100. Et puis, mais l'association, leur association comme telle, eux autres poussent et foncent sur la nouvelle façon de faire des choses. So, toute la formation, toutes les demandes qui sont faites par l'organisation est faite dans ce nouveau modèle ici. Donc, si ça répond un peu à ta question. Merci, Danny. Et on va donner un peu plus d'exemples dans le reste du présentation à ce qui arrive maintenant. On va aussi parler un peu des entreprises sociales, qui sont une chose il y a toujours des questions à propos de ces entreprises et comment est-ce que les agences utilisent ces entreprises. Alors, avec le caractéristique
du modèle. On a parlé à propos des pies que je vais envoyer après, mais c'est un outil de qu'est-ce qu'on a besoin pour l'information pour aider les personnes embarquer sur leur route de travail. Le leadership de l'Agence pour changement. On a fait beaucoup de formations, d'ateliers et réunions avec les leaders dans les agences pour aider avec qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour traverser cette route, pour commencer à aider les personnes pour trouver les emplois. La formation du personnel à l'emploi et je vais parler dans une minute à propos de tous les ateliers qu'on a fait, mais ça, c'était le rôle d'inclusion Nouveau-Brunswick. Et une des choses qu'on a fait, et Shana va parler un peu plus tard, c'est on a pris toutes ces formations pour faire un institut, un institut d'apprentissage pour les personnes qui travaillent dans cette moyenne. Les informations pour les personnels, les familles, les individus sur l'impact de l'emploi sur les prestations du gouvernement. Cette partie était une partie très difficile au commencement parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient entre les parents qui n'étaient pas correctes. Où ils ont été dit par une personne, OK, si votre fille ou votre fils, ils ont un emploi, ils parlent toutes les prestations du gouvernement. Ou si vous avez à peu près 250 $ par mois, vous recevez seulement 100 $ par gouvernement. C'était beaucoup d'informations qui n'étaient pas correctes. Mais c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières quelques années pour donner l'information aux parents qui soit correcte et je vais montrer comment c'est calculé. Les indicateurs de l'emploi d'abord, outils d'auto-réflexion et partager les connaissances au sein de l'agence. Une des choses importantes que l'association de soutien a fait, c'est d'établir un groupe de leadership de chacune des agences pour venir ensemble, pour parler à propos de qu'est-ce qui arrive, quels sont les défis, quels sont les succès qui arrivent pour traverser vers un modèle d'emploi d'abord et suivi des données de les résultats. Alors, l'association de soutien était responsable pour suivre toutes le data sur qu'est-ce qui arrive dans chacune des agences. Alors, la réforme du projet au sein du programme. On a parlé à propos du projet pilote, mais en 2018-2019, le ministère du Développement social a dirigé un comité de révision du programme afin de formuler les recommandations pour un nouvel modèle de programme. Et les normes du programme étaient acceptées et adoptées en septembre 2019. Alors, vous voyez qu'on a commencé le plan d'action en 2011, mais on a seulement adopté les nouvelles normes 8 ans dans le futur. Une des grandes choses de cette réforme était les éliminations des allocations. Et on va parler à propos du long temps que ça a pris, même après septembre 2010. Un soutien pour la mise en œuvre pour les agences mené par l'Association des soutiens, incluant un soutien financier. Et le rôle de nous autres, c'était la formation pour les agences. Alors, on a travaillé avec les agences sur beaucoup de formations autour du province. Une des choses que c'est arrivé, c'est on était supposé de commencer dans le printemps 2020. Et c'était supposé d'être avec une conférence de personnes en personne dans la province. COVID a aidé nous autres pour faire les formations plus vite. On a pris toutes ces formations et faire sur Zoom et sur Teams. Et la formation qui était supposée de prendre à peu près 2 ans, ça a pris 6 mois. Parce qu'on a toujours fait tout ensemble dans le 1220. Et le nouvel modèle de financement était recommandé par ce comité. Mais comme Danny a dit, une des choses que c'est encore un défi,
on n'a pas adopté ce modèle de financement par le gouvernement. Alors, ça fait beaucoup de stress sur ces agences, toujours. Et je vais passer à Shayna, juste pour faire l'effet salant de l'emploi d'abord. Donc, pour les points forts, c'était vraiment de créer des attentes claires quand ça venait à un emploi payé. Puis, pour faire ça, il fallait savoir c'est quoi un vrai emploi pour cette personne-là. Pas juste lui trouver une place dans un emploi qui était disponible. C'était vraiment voir qu'est-ce que cette personne-là voulait faire, puis quel emploi il pouvait faire. Puis pas juste trouver une activité pour remplir sa journée. Parce que c'est vraiment ça qu'on était en train de faire avant, là. Avoir ou développer la capacité de fournir des services d'emploi efficaces. Ça, c'est en donnant des formations. Puis pas seulement travailler avec les facilitateurs qui travaillaient avec les personnes qui avaient le handicap, mais c'était vraiment avec les personnes qui avaient un rôle de leadership, puis leur conseil d'administration, parce que c'est vraiment là que ça a eu un effet positif. C'est vraiment avec ces personnes-là que les choses peuvent changer. Puis d'établir des partenariats avec les personnes qui ont un handicap puis leur famille pour planifier avec cette personne-là, mais faire une planification centrée sur la personne. Ça fait qu'il fallait vraiment donner un soutien à cette personne-là pour qu'elle puisse faire le travail. Puis le soutien, c'était pas juste n'importe quel soutien, c'est vraiment de parler à cette personne-là, travailler avec la personne pour voir qu'est-ce qu'elle a besoin. Chaque personne est différente quand on regarde les soutiens qu'ils ont besoin. Ça fait que c'était vraiment de travailler avec le réseau de la personne, voir quel soutien la personne avait besoin, voir c'était quoi ses goûts, qu'est-ce que cette personne-là aimait faire, quel genre d'emploi elle voulait faire, pour que ça soit centré sur elle. Puis pas juste la mettre dans un trou, là, comme trouver un trou puis la mettre là parce que ben, ça fonctionne pour nous autres. Aussi travailler avec les familles pour vraiment savoir qu'est-ce qu'elle veut faire, puis de dire aux familles, tu sais, c'est ça que cette personne-là veut faire, parce que des fois, les familles aussi essaient juste de trouver quelque chose pour faire pendant la journée. Tu as changé la diapositive, je pense. Hein? OK. Oui, Ça fait que, l'autre chose, c'est de renforcer le leadership des agences pour atteindre les résultats positifs en matière d'emploi. Ça fait que ça, c'était aussi donner des formations aux agences, mais encore là, pas juste aux personnes qui travaillent à l'agence, mais avec le directeur du conseil d'administration, parce que cette personne-là peut vraiment faire bouger les choses un petit peu plus vite, puis avoir beaucoup d'impact sur les autres qui travaillent pour l'agence. Disposer des rôles, des modèles, un soutien du personnel de l'agence pour maximiser la réussite professionnelle. Ça fait que ici, c'est le projet d'accès à l'emploi d'ADAPT. C'est ça qu'on a fait pour mieux soutenir la personne. Il fallait travailler avec son réseau pour avoir... Tu m'as entendu? M'entendez-vous? Oui? Oui? Okay. Comment mieux soutenir la personne puis son réseau pour avoir plus de succès? Parce que c'est vraiment en soutenant la personne puis en lui donnant les soutiens qu'ils ont besoin, qui fonctionnent pour elle, qu'on va avoir le plus de succès. Reconnaître que les personnes peuvent avoir d'autres objectifs en dehors de l'emploi. Donc, emploi d'abord, ça marche pas seul. Il faut vraiment regarder qu'est-ce que la personne a comme but dans toute sa vie, pas juste avec son emploi. Ça fait qu'il faut assumer la compétence quand ça vient aux personnes qui ont un handicap. Il faut assumer qu'ils ont plein de compétences qui les... OK, je pense qu'il y en a qui veulent prendre une pause. Je vais juste finir cette diapositive ici. Ça fait que c'est vraiment comment la personne est capable de faire quelque chose. Ça fait que là, on peut créer des buts, parler des buts que la personne a à travers de sa vie pour qu'il y ait une plus grande chance qu'elle ait du succès. Ça fait que si la personne a comme but de conduire, ben, il faut regarder à ça parce que peut-être qu'elle va pouvoir se rendre au transport, elle va pouvoir se rendre à son travail plus facilement si elle peut conduire. Ça fait qu'il faut regarder dans sa vie, c'est quoi les autres buts qu'elle a pour qu'elle ait une vie avec plein de succès, une vie inclusive, pas juste avec son emploi, mais partout. Je vais arrêter là. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre à peu près 5 minutes
juste pour une petite pause. On a juste pour une pause de salle de bain pour trouver un café et on va retourner c'est 10h50 pour vous autres, c'est 11h50 pour nous autres, pour continuer. Et on va parler à propos des impacts sur les avantages. OK? On va voir dans 5 minutes.
Alors, une des choses qu'on a vues avec les formations qu'on a fait avec les agences, c'est 2 heures, c'est trop long un temps pour continuer sur un sujet. Les personnes ont besoin d'un pause dans ça. Alors, merci pour ça. Euh, je vais continuer juste pour parler à propos des impacts sur les avantages. Et comme j'ai dit, les prestations gouvernementales étaient un des sujets de préoccupation des familles. Il y a aussi, même aujourd'hui, beaucoup d'idées fausses sur les prestations. Mais pour expliquer c'est quoi maintenant, c'est l'exemption salaire est désormais généralisée à tous les bénéficiaires de l'aide sociale. Alors, les premières $500 ne sont pas touchés du tout. Alors, quelqu'un pourrait travailler pendant un mois et recevoir $500 pour travailler. Et je pense que ça, c'est monté maintenant à $550. Je dois trouver, mais c'est $500 et le gouvernement, il ne touche pas ces $500 et ils reçoivent toutes les prestations qu'il est supposé de recevoir. Mais supérieur à $500 par mois, c'est enlever de leur chèque du gouvernement des prestations par 50%. Alors, s'ils reçoivent $10 d'extra, ils enlèvent $5 du chèque du gouvernement. Et une des choses que ça fait, c'est faire une initiative pour travailler plus. Et il a commencé avec pas d'exemption de tout. Il a changé à une exemption qui était de maintenir seulement 30% à plus de $500. Et maintenant, ça a changé à 50% de plus de $500. Alors, ça a grandi beaucoup dans les dernières quelques années. Mais une des choses que c'est arrivé, c'est parce que cette exemption était nouveau pour les familles, il y avait plus d'agences, beaucoup d'agences qui sont les agences qui ne voulaient pas faire ce changement, qui a dit, oh, mais dans la communauté, s'il reçoit plus que $500, il va perdre ses prestations. Et une des choses qu'on a créé, c'était une calculatrice pour les familles, pour qu'ils pourraient mettre ce qu'ils reçoivent comme le montant de l'emploi et quel type de prestations ils reçoivent du gouvernement et c'est quoi le montant qu'il est supposé de recevoir chaque mois. Alors, cette calculatrice a aidé à donner à chacun des parents pour voir qu'est-ce qui s'était supposé d'arriver. Et ça a changé beaucoup de ces idées fausses sur les avantages. Mais on rencontre toujours les familles qui disent, oh, ceci, c'est ce que j'ai entendu. Et une des choses, j'ai parlé à propos de la formation a été aidée par COVID. En mars et avril 2020, le département du développement social était supposé de donner toutes ces présentations dans chacune des agences à propos des impacts sur les avantages, mais ce n'est pas arrivé à cause du pandémie. Alors, il y avait beaucoup de conversations qu'on était encore fait en 2023, qui étaient supposées de parler à propos en 2020. Je vais montrer. Maintenant, on va parler un peu à propos des entreprises sociales. Et je vais passer à Danny juste pour parler un peu à propos de l'histoire et qu'est-ce qui arrive maintenant. Beaucoup des agences dans le passé, à cause qu'ils ne pouvaient pas trouver des emplois dans la communauté, ont créé des petites entreprises sociales pour créer de l'emploi pour les gens. L'idée elle était bonne. Mais ça gardait les gens au centre, dans leur édifice ou proche de leur édifice, qui n'était pas si bon. De nouveau, on ségrègue les gens, on les met les gens dans un endroit. Les opportunités qu'il y avait ou dont les petites entreprises étaient du recyclage ou des petits magasins de fripe. Il y en a qui faisaient des artisanats qui vendaient ces choses-là. Ce qui arrivait, c'est qu'ils payaient les gens qui desservaient 20 à 40 $ par semaine
Et puis, ils utilisaient aussi, les agences utilisaient ces petites entreprises sociales-là pour vraiment augmenter leur revenu. Et puis, ce qu'on disait, c'est que si vous faites de l'argent avec la petite entreprise, l'argent devrait retourner aux gens qui font le travail. Mais il y a eu une dépendance sur ces petites entreprises sociales-là. Puis, c'est le même qui faisaient un peu plus d'argent pour combler leur budget, etc. Donc, les nouvelles normes du PESS en 2019 a vraiment indiqué que faut que les gens soient rémunérés, au moins le salaire minimum. Donc, ça a changé un peu les entreprises sociales. Il y en a qui ont continué à faire des entreprises sociales, il y en a d'autres qui ils ont arrêté complètement ou qui ont ressorti un salaire. Donc, si tu travaillais 2 heures, tu étais payé le salaire minimum. Peut-être qu'il y avait moins d'heures dans la petite entreprise, mais il les payait le salaire minimum. Certaines agences ont adopté des modèles d'emploi rémunérés au salaire minimum, puis d'autres, ils ont eu de la difficulté. C'est là que les rumeurs, les commentaires aux familles ont commencé. Comme là, ce que le gouvernement nous demande ou l'association nous demande, c'est de payer. Si on paye le salaire minimum, il va falloir que la petite entreprise ferme. On ne pourra pas arriver. Je vais vous donner un exemple d'une petite entreprise comme telle. C'est qu'un groupe a commencé une entreprise de trophées et de plaques. Et puis, ils ont commencé, ça, je ne me rappelle plus de l'année exacte, mais ça fait au moins une dizaine d'années et plus. Il y avait tant de gens qui travaillaient dans cette petite entreprise-là, mais l'entreprise faisait des cotations, puis les cotations, ils sous-cotaient en dessous de tous les autres organismes qui faisaient ça, tous les autres employeurs là, qui faisaient des trophées. La cotation pour un groupe de sport ou quoi que ce soit, eux autres donnaient toujours une cotation plus basse. Éventuellement, les autres entreprises qui faisaient ça comme gagne-pain sont pleins au ministère du Développement, de l'emploi postsecondaire et ils ont éducation postsecondaire, excuse. Ils sont pleins, puis il y a eu une investigation, puis ce groupe-là a été obligé de rembourser les salaires minimums à tous les gens qui ont travaillé pour X nombre d'années. Finalement, ils ont fermé les portes mais la communauté, on dit, c'est pas correct. Vous autres, vous payez pas votre personnel, moi, il faut que je paye mon personnel. Donc, on voyait l'injustice, mais aussi, il y avait une injustice à la communauté aussi, à d'autres gens qui faisaient le même type de travail. Ça a comme réveillé des gens un peu à travers la province quand ça venait aux entreprises sociales. Ils ont commencé à dire, tu sais, comme ça se pourrait qu'on soit obligé. Donc, quand tous les changements sont arrivés, ces histoires-là ont été discutées et puis les gens comprenaient le pourquoi aussi, là, qu'ils devraient payer le salaire minimum ou le salaire adéquat là, pour les minimum et plus pour les gens. Alors, comme j'ai dit, les mises en œuvre pour toutes les agences. Alors, de janvier 2020 à juin 2022, toutes les agences se sont préparées à adopter les normes axées sur l'emploi. Alors, la plupart de ces sessions, comme j'ai dit, est arrivée dans les 6 mois après le commencement du pandémie. Et cela comprenait plus de 50 sessions de formation et plus de 500 employés couvrant les aspects de parcours que je vais monter dans une minute, outils de planification centrés sur la personne, l'accompagnement professionnel pour la réussite, le développement d'emploi pour la réussite. Et une des choses qu'on a vues, c'est en travaillant avec les agences, on a vu un changement de mentalité avec les employés qui regardaient que l'emploi n'est pas possible à un moment pour dire que oui, c'est possible pour les individus ayant un handicap intellectuel ou développemental, parce que maintenant, on a les outils. On a les façons qu'on pourrait aider. Et ces formations n'est pas les formations qui étaient possibles pour beaucoup d'agences en avant parce que ça coûte d'argent pour faire cette formation. Mais
Ça, c'est une des choses que le gouvernement a investi dans la formation des agences. Et cet investissement a fait des grandes choses pour les générations du futur. Et une des choses que c'est arrivé, c'est toute cette liste de cours et des autres. C'est les cours qu'on a fait pour faire, c'est les cours sur ligne que les personnes pourraient faire à n'importe quel temps, sur leur temps, pas seulement sur Zoom ou pas seulement sur Teams. Alors, comme j'ai dit, un des outils de planification, c'est PIES. C'est un outil de planification, c'est à peu près une vingtaine de pages. Mais une des façons qu'on utilise ça, c'est d'aider les facilitateurs et facilitatrices de lire le PIES et aide avec la conversation et les questions qu'il a besoin. Ce n'est pas quelque chose où on commence avec un formulaire et pour dire, OK, question 1, c'est quoi votre nom? Question 2, qu'est-ce que vous êtes? C'est plus détaillé comme ça. Et ça aide les facilitateurs pour avoir des conversations ou même pour aider avec les personnes qui ne communiquent pas avec les mots. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser un outil comme ceci pour trouver les réponses, pour trouver les choses qui pourraient aider les personnes à répondre dans la future? Comment est-ce qu'on pourrait aider à répondre avec le réseau de soutien autour du personne, le réseau familial, le réseau d'amis? Et on prend toute cette information pour mettre dans un outil pour aider à trouver leur plan dans le futur. Un autre outil qu'on a utilisé, et c'était partie du formation, était le parcours. Je ne suis pas sûr qu'il y a personne ici qui a jamais vu un parcours avant aujourd'hui. Celui-ci, pour moi, il y a trop de mots. Mais le parcours, c'est un outil de planification pour quand vous commencez premièrement avec les rêves, avec l'étoile du Nord. C'est quoi mon étoile? C'est quoi mes rêves? Et les rêves ne sont pas quelque chose on a les limites. Les rêves sont n'importe quoi dans le futur. Et je sais que je dis ceci à un groupe qui vient de Québec, mais un de mes rêves, c'est de jouer pour les Maple Leafs de Toronto. Je ne pense pas comme un jeune de 38 ans et qui ne peut pas patiner beaucoup, ça va arriver, mais c'est un rêve. Et c'est un rêve qui a la validité pour moi. Et ça, c'est une des choses que toutes les fois que je fais un parcours, je mets ça comme un rêve. Parce que pour moi, j'imagine d'être sur le glace avec le Coupe Stanley. Mais une des choses que les rêves pourraient aider avec chacun des personnes, ça informe les buts qu'on pourrait faire, les buts positifs et possibles. Et on a fait cette formation avec les agences pour aider à planifier dans le futur, pour prendre les rêves des individus et montrer comment faire les buts avec. Et on commence à qu'est-ce qui arrive maintenant et on fait le route aux rêves. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver dans 1 an, dans 2 ans à vos buts que vous avez vus que c'est positif et possible. Ce parcours, c'est quelque chose qu'on fait dans un salle avec pas seulement l'individu, mais aussi les soutiens et le réseau familial autour des autres aussi. Pas pour demander, OK, maman, papa, qu'est-ce que vous voulez être sur ce rêve? Parce qu'il n'y a rien qui arrive sur le parcours qui ne vient pas de l'individu. Ça doit venir de l'individu pour mettre sur le parcours. Mais les soutiens sont là pour aider avec les réponses. Oh, vous avez dit que vous aimez ceci. Ou peut-être que dans le futur, vous avez toujours dit que votre but, c'est d'avoir votre permis de conduire. C'est d'aider la personne à penser à leurs rêves. Peut-être la famille qui met les rêves sur le parcours. Et ceci, c'est une des formations qu'on a fait avec les agences aussi. Et je vais tourner à Shayna. Donc, si vous pouvez ajouter. Juste avant d'aller, c'est que
la raison qu'on a donné l'information sur le parcours, c'est qu'on essayait de donner des outils de travail aux agences. Le PI est un outil de travail que les agences peuvent faire pour essayer d'aller chercher de les gens, leurs intérêts. Puis parfois, qu'est-ce qui arrivait, beaucoup des agences nous disaient, ben, ils parlent pas trop, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas personne qui le connaît à ce point-là, ou là, c'était vraiment, essayons de connaître la personne. Si on va développer un programme pour lui ou elle, pour aller sur le marché du travail, donc on devrait vraiment pouvoir aller ressortir ses forces, les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas, ses faiblesses, s'il y a des choses qui le dérangent, tout ça, ben, tu veux certainement pas aller dans un emploi où est-ce que ces choses-là se passent. Puis, il y a des gens qui ne parlent pas, ou donc c'est difficile de sortir de l'information. Puis c'est là où est-ce que le parcours peut sortir d'informations d'un groupe de gens qui connaît bien la personne, puis ensemble peut planifier pour. C'est pas que chaque personne fait un parcours pour chaque individu, c'est si le parcours est nécessaire. Le PI, beaucoup des autres utilisent l'outil du PI parce que ça donne beaucoup de données sur l'individu. Puis quand que ça vient à faire de la planification, quand il y a des emplois qui viennent, ils peuvent regarder qui ce qui vraiment, on dit un match, qui peut être ciblé pour cet emploi-là. Donc, puis quand on trouve d'autres outils, on l'ajoute dans la formation pour qu'il y ait une trousse de différentes façons d'essayer de planifier avec des individus afin qu'ils puissent avoir un résultat positif. D'accord. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est juste comme une maquette de notre site web pour l'Institut pour les communautés inclusives. Donc, l'Institut pour les communautés inclusives, c'est vraiment une branche d'inclusion au Nouveau-Brunswick. Puis c'est vraiment des nouvelles formations qui ont été créées et testées, qui sont pertinentes, modernes, sont à ton propre rythme, pendant ton propre temps. Puis c'est aussi inclusif. Ça fait que c'est vraiment des formations que tu n'as pas besoin de te déplacer. Ça n'a pas besoin d'être pendant un certain temps où peut-être que tu es en vacances ou dont tu es vraiment occupé pendant une certaine saison. C'est vraiment toi qui décides quand tu le prends, puis dans le temps de la journée. Puis c'est vraiment toi qui décides quelle formation tu vas prendre, quand est-ce que tu vas le faire. Ça fait qu'on a travaillé très fort pour créer nos propres normes d'accessibilité en ligne pour que la formation soit inclusive. Ça fait qu'on est un organisme qui porte à l'inclusion. Ça fait qu'on veut vraiment que nos formations sont inclusives aussi. Ça fait qu'on a de la police qu'on utilise sur le site web puis dans nos modules. Nos histoires, c'est par vidéo ou dont tu peux les lire. Puis c'est tout le temps fait avec des gens d'ici. C'est des gens qui ont un handicap, mais de notre province, des gens qu'on connaît, qu'on peut écouter leur histoire, c'est des vraies histoires. La description des images est là pour les personnes qui peuvent peut-être pas voir. Ça fait qu'ils sont capables de cliquer dessus, puis ça leur lit la description de l'image qui est dans le module de formation. Les sous-titres sont là pour les vidéos. Ça fait que tu peux lire en écoutant la vidéo, en la regardant. Puis, il y a aussi la narration du module de formation pour ceux-là qui peuvent peut-être pas lire. La façon qu'on délivre les cours est aussi inclusive. Ça fait que c'est pas juste tu t'assois là et tu écoutes une personne parler. C'est vraiment, il y a toutes sortes de façons de donner l'information pour que ça soit intéressant puis que tu sois pas assis là à lire tout le temps. Ça fait qu'on sait que les professionnels comme les personnes qui travaillent dans les agences ou au gouvernement sont très occupés, tout le monde l'est. Ça fait qu'on a développé les cours de cette façon unique-là parce qu'on sait que la formation traditionnelle, ça fonctionne pas pour tout le monde. C'est vraiment une meilleure façon d'apprendre. Ça fait que, comme vous voyez ici, on a quatre volets avec notre formation, avec des modules. Il y a l'apprentissage et l'éducation précoce. Celle-ci, c'est l'emploi.
On a la santé et bien-être et le soutien de la qualité qui fonctionne vraiment pour tout le monde parce qu'on parle beaucoup de santé mentale là-dedans. Puis il y a aussi notre dernier volet pour les individus et les familles. Ça fait que, comme vous voyez ici, c'est le module, le volet de l'emploi, puis c'est notre volet le plus populaire. Ça fait qu'on offre toutes sortes de cours. Ça fait que le premier, c'est c'est-tu la première diapositive? Oui. L'accompagnement professionnel pour la réussite. Ça, c'est pour se sentir confiant dans son rôle de coach à l'emploi. Puis ça vous fournit toutes sortes d'outils pratiques pour devenir un coach à l'emploi efficace. Ça fait que ça, c'est surtout pour ceux-là qui travaillent, les facilitateurs qui travaillent avec les personnes qui ont un handicap. Le prochain, c'est le développement de l'emploi pour la réussite. Celui-là aussi a 4 modules. Celui-là est fait pour acquérir les connaissances de comment aider la personne à découvrir ses objectifs en matière d'emploi, puis comprendre le rôle du développeur de l'emploi. L'autre, c'est le développement de carrière pour la réussite. Celui-là a 5 modules de formation. Ça fournit aux apprenants les outils, les stratégies, puis les ressources nécessaires pour fournir un soutien de qualité en matière de développement de carrière. C'est vraiment pour soutenir la personne dans son emploi pour qu'elle ait plus de succès quand elle commence son emploi puis quand elle se prépare à l'emploi. Les autres, c'est l'approche de l'emploi assisté. Celui-là, c'est plus comme pour commencer, puis ça te donne beaucoup de nouvelles stratégies puis beaucoup d'outils. C'est vraiment le contexte de la valeur de l'approche de l'emploi assisté. Le deuxième ici, c'est le travail autonome pour les agences d'emploi. Il y a 6 modules dans celui-là, c'est celui qui a le plus de modules, pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour aider les personnes ayant un handicap qui souhaitent envisager l'emploi autonome comme un objectif professionnel. Parce que c'est pas tout le monde qui vont aller travailler pour des compagnies ou des magasins ou n'importe quelle autre chose. Il y en a qui vont commencer leur propre entreprise. Il y a plusieurs personnes avec qui on travaille qui ont commencé leur propre entreprise. Il y a même un étudiant ici de notre province qui fait des t-shirts puis toutes sortes de collants pour son école. C'est lui qui a tout commencé ça. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui vont vers un travail autonome puis ils travaillent pour eux-mêmes. Et puis la dernière, c'est se rendre au travail. Puis c'est une formation sur le transport parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont un handicap intellectuel qui n'ont pas leur permis de conduire ou ils savent peut-être pas comment lire l'itinéraire d'autobus. Ça, c'est vraiment une formation pour aider avec le transport pour les personnes pour qu'ils puissent se rendre au travail eux aussi comme le reste de nous. Ça fait que je sais pas si c'est Ben qui a accès à ça, là, mais il peut peut-être vous montrer à quoi ressemble un de nos modules de formation, puis comment est-ce que vous pouvez passer à travers. Un moment, je vais chercher. Et je vais changer l'écran que je partage. Fait que chaque module commence vraiment avec la table de matière, vraiment. Puis comme vous voyez, les sections sont toutes séparées comme ça. Ça fait que vous pouvez toujours revenir où est-ce que vous étiez rendu. Ça fait que si jamais tu es en train de commencer la formation, puis tu as un appel ou tu as une rencontre, tu peux le laisser, puis revenir où est-ce que tu étais rendu. C'est vraiment à ton rythme, puis tu vas pas perdre l'information. Et je vais juste monter la vidéo de Jamie. Il n'y a pas de son pour nous. Non. Soutien et d'aménagement sur le lieu de travail. Jimmy souhaite travailler à temps plein dans la quincaillerie locale qu'elle visite fréquemment. Bien qu'elle aime parler avec des personnes familières, elle éprouve une certaine anxiété sociale lorsqu'elle rencontre ou parle avec des inconnus. Nous savons de Jimmy qu'elle est organisée, qu'elle aime trier les choses et travailler avec la technologie.
D'autres compétences sur lesquelles Jamie a travaillé sont d'avoir plus de responsabilités à la maison, comme promener le chien et nettoyer sa chambre. Jamie a préparé son curriculum vitae pour postuler à des emplois. Récemment, Yael a effectué un stage coopératif dans une épicerie, en aidant les clients à porter leurs sacs et à rassembler les chariots. C'était sa seule expérience de travail. En suivant le parcours d'emploi de Jamie, nous verrons le soutien qu'elle reçoit des personnes de son réseau et comment celles-ci peuvent contribuer à sa réussite professionnelle. Au cours de la phase de découverte, Jamie et Tom ont appris qu'elle travaille mieux avec beaucoup d'éléments visuels et qu'on lui donne des tâches pratiques. Cette information aidera Jamie lorsqu'elle se préparera à travailler. Jamie et Tom ont également passé quelques réunions à postuler à des emplois et à se préparer aux entretiens. Au fil du cours, nous suivrons le parcours d'emploi de Jamie et apprendrons comment un formateur en milieu de travail peut grandement améliorer l'expérience professionnelle d'une personne et l'aider à réussir dans son emploi. Ça fait que dans ce module ici, puis dans les autres modules, on va suivre l'histoire de Jamie. Ça fait que souvent, on va voir des vidéos ou dans des petites sections où on parle encore de Jamie, puis comment on peut aider Jamie. Ça fait qu'on est capable de vraiment voir comment soutenir une personne, mais à travers de l'histoire de Jamie pour ce module ici. Puis on peut voir ça à travers de vidéos. Il y a des menus ou donc même des photos, des images avec des points que tu peux cliquer dessus, puis ça te donne toutes sortes d'informations. C'est vraiment plus amusant que juste regarder une vidéo où ce que quelqu'un parle. C'est interactif. On teste vos compétences. Ça fait qu'il y a des petits quiz puis des petits tests que vous pouvez prendre, puis vous pouvez participer dans ce cours. Et je vais tourner à... Non, j'ai pas fini. Oh, pas fini. Ça fait que vous pouvez toujours me contacter si jamais vous êtes intéressé. On peut discuter les options de cours, puis on peut aussi discuter de forfait. Ça fait que si vous avez plusieurs personnes qui sont intéressées à s'enregistrer, à prendre des cours, vous pouvez me contacter, puis on peut discuter des frais puis de forfait, puis on peut faire quelque chose pour accommoder. Puis ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir nos 4 volets d'apprentissage. Puis aussi, si vous voulez prendre votre téléphone, vous pouvez scanner le code ici, le code QR, puis ça va vous emporter directement à notre site web où est-ce qu'on a l'information à propos des cours. Ça fait que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre votre téléphone sur le mode caméra. Puis là, au lieu de prendre la photo, si vous avez jamais fait ça avant, vous pouvez juste cliquer quand le petit lien apparaît en jaune. Ça va vous apporter direct à notre site web. Ça fait que ça, c'est ça. Moi, ça marche pas. Je pense que... OK. Ouais. Je pense que c'est un peu... C'est peut-être pas... la diapo, je pense qu'elle n'est pas assez grosse comme... Ça OK. capte pas. Moi, tout de suite, ça marche sur mon téléphone. Ça fait que je sais pas si c'est peut-être... Ton téléphone est meilleur que le mien. Mais je me demande si c'est juste un peu c'est embrouillé peut-être, ou je sais pas. Ouais. Mais quand est-ce que tu auras la diapo sur ton ordinateur, si elle vous envoie ça, j'assume que ça va fonctionner. Ouais. Ah, ça fonctionne pour toi, Ariane? Mon téléphone a juste 3 ans. Il n'est pas supposé d'être... Ouais, non, moi, le mien a à peu près ça aussi, puis ça marche, mais je sais pas. En tout cas, ça se trouve autrement, de toute façon, si on fait... Si ça marche vraiment pas, comme pour certaines, on peut envoyer juste même le lien, là, mais c'est... Je vais envoyer le lien aussi. OK, puis une des raisons où on a été avec le ICI, la formation, c'est que il y a toujours du changement dans les agences, il y a toujours du changement dans chaque emploi. Et puis, ce qu'on remarquait dans le passé, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont eu une formation sur un tel sujet,
Puis ensuite, il y a eu du changement de personnel, puis ils sont pas connaissants de quoi c'est qui avait été donné 1 an passé, 2 ans passés, 3 ans passés. Et puis, on est toujours à recommencer les choses. La raison qu'on trouvait que avoir ICI, c'est que là, ça peut faire partie de la formation pour la nouvelle employée, la nouvelle personne, pour pouvoir, si que tel module est un module que tu devrais avoir dans les premiers 3 mois, les premiers 6 mois, la personne va pouvoir avoir les mêmes informations que l'autre personne a eu 2 ans passés, etc., etc. Donc, c'est une des raisons qu'on a fait ça. L'autre raison, c'est que on donne la formation face à face, mais il y a un tas de personnes qui peuvent avoir cette formation-là, puis on veut changer les communautés pour qu'ils deviennent plus inclusifs. Ça, c'est une façon que tout le monde peut avoir accès. Une des choses qu'on voulait mentionner aussi, c'est le changement législatif qui est arrivé, qui était très important en décembre 2022. Puis, c'est de quoi qu'on travaille, ça fait des années, comme c'était la loi, projet de loi numéro 12, qui modifie la loi sur les normes de l'emploi. Les normes de l'emploi au Nouveau-Brunswick disent que tout le monde dans une relation employé-employeur devrait être payé le salaire minimum et plus, dépendant c'est quoi l'emploi. Mais ça semblait pas être de quoi qui était tenu sérieux pour les personnes qui avaient un handicap intellectuel, développemental ou un handicap point. Parce qu'il y avait des programmes qui disaient que on pouvait allouer des salaires inférieurs en formation, comme si la personne ne pouvait pas faire de l'emploi à 100%, puis avait toujours besoin de l'aide, etc., etc. Donc, à cette heure, cette nouvelle loi-là dit que les allocations inférieures au salaire minimum sont plus acceptées, que les gens, quand ils sont sur le marché du travail, quand ils font un emploi, vont être payés à un salaire minimum et plus, puis leur contribution va être valorisée. Donc, comme province, comme association, on était très fiers que le gouvernement a été d'avant avec cette loi-là. Puis c'est ça qui va protéger les gens. Puis c'est ça qui va aussi pousser. Tout à l'heure, la question était comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les choses continuent, ou donc c'est quoi l'évaluation les normes dans les centres. Ben, c'est une des choses qui va garantir que les centres ne pourront plus faire ce qu'ils faisaient dans le passé, avoir des emplois qui sont rémunérés à un salaire inférieur au salaire minimum. Donc, ça, c'est une autre façon de s'assurer que les choses vont aller devant. Puis, un peu aussi que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait mentionné que on avait le vouloir du gouvernement pour le plan d'action. Oui, on a eu le vouloir du gouvernement, mais ça a pris des années avant qu'on s'y rende. On a toujours travaillé sur ce dossier ici pour des années avant. Ça a été beaucoup plus facile en 2011 parce que le gouvernement du jour, il y avait des gens qui étaient ouverts à l'idée de faire un plan d'action. Donc, moi, ma recommandation, j'étais sur le côté du gouvernement dans le temps. J'étais député et ministre, ce qui a aidé, mais le premier ministre du temps était ouvert aussi. C'est de travailler d'avoir les conversations avec les différents ministres, les différents haut placés au gouvernement, puis de jamais laisser tomber ces conversations-là, puis de toujours apporter. Il y a eu beaucoup de brefs qui ont été écrits, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, puis qui ont été apportées au gouvernement. Puis le monsieur qui est dans la photo qui est en arrière, là, qui a la cravate jaune, était le ministre de la journée quand que cette loi-là a été acceptée. Donc, on a beaucoup apprécié son travail. Puis on lui a laissé savoir aussi. Ben? Ah ben ça nous apporte à la fin. Ben, si tu veux passer la dernière diapo.
Est-ce que la question a Euh, été répondue pour Anouk oh, je sais pas. dans le chat? C'est quoi la question? Je vois rien, moi, sur mon côté. Au Nouveau-Brunswick, est-ce que les plateaux de travail qui sont équivalents ici au stage avec les centres de réadaptation sont complètement éliminés aujourd'hui au Nouveau-Brunswick? Relis la question. Est-ce que les plateaux de travail sont Oui. complètement éliminés aujourd'hui au Nouveau-Brunswick? Sont pas éliminés, sont changés à emploi en premier. Donc, avant, c'était des plateaux de travail. Ben, nous autres, on les appelle des ateliers protégés. C'est ça qu'on les appelait. Ces groupes-là étaient des centres d'activité où ce que il y avait de la formation sociale, de la formation sur le point de vue emploi, mais c'était du pré-emploi. Et puis, ça restait toujours pré-emploi. Donc, les normes aujourd'hui ont changé de le pré-emploi, des activités à aider les gens à sortir dans la communauté puis avoir des emplois en premier. Mais si que la personne ne veut pas un emploi, ne veut pas, c'est avoir du bénévolat, faire du bénévolat dans la communauté, à des places qu'on fait du bénévolat dans la communauté, des églises, des associations, des organisations éducatives, etc. Pas du bénévolat au Walmart, pas du bénévolat à la quincaillerie du coin, ces choses-là. Donc, ça, c'est clair où ce que c'est pas tout le monde qui veut travailler, mais s'ils font partie du plateau, ils vont avoir des activités dans la communauté. Même si c'est des loisirs, si c'est d'autres choses, si c'est pas le marché du travail, au moins commencez là. Puis, je vais vous donner un exemple. On a un projet pilote dans le moment avec des élèves de 10e à la 12e année qui est appelé la transition à la vie adulte. La raison qu'on a ce partenariat-là avec le ministère de l'Éducation, c'était pour essayer d'aider les gens qui ne voyaient pas l'emploi ou le post-secondaire comme futur, et trouver de quoi qu'une fois qu'ils graduent après la 12e année, qu'il y avait de quoi dans la communauté. Puis, on a remarqué en travaillant avec ces jeunes-là qui n'avaient aucun intérêt pour l'emploi puis le marché du travail, puis le post-secondaire, après avoir eu discuté avec les autres à propos de leur vie, commencer à faire des planifications futures, voir leurs intérêts, puis tout ça, la plupart des autres ont commencé à parler d'emploi. Donc, c'est quand on commence à travailler avec des gens, puis quand on fait de la planification, comme avec le PI, le document, ça initie des différentes pensées dans l'individu comme tel, puis il commence à penser à quoi ce qu'il pourrait faire dans la communauté, puis la plupart des autres ont tourné vers un petit emploi. Donc, c'est important, la planification est très importante, puis l'implication de l'individu est très importante dans sa planification-là.